Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme, la guerre en Iran suspendue à l'ultimatum de Donald Trump. Le président américain a multiplié les déclarations belliqueuses. Il menace d'anéantir la civilisation iranienne. Des déclarations stratosphériques. Le prix à la pompe est toujours trop élevé, mais y aura-t-il encore longtemps de l'essence ? Le spectre d'une pénurie plane sur la France, tandis que le gouvernement se veut rassurant, ce qui n'est pas pour nous rassurer. Et puis enfin, nous évoquerons les nombreux baptêmes de la vigile de Pâques, un phénomène qui redessine l'Église catholique. Accalmie ou guerre totale alors que le dernier ultimatum fixé puis reporté par Donald Trump s'approche du couperet fatidique, la guerre en Iran se dirige vers l'escalade avec des inquiétudes quant à la commission de frappe sur des infrastructures civiles de la part des États-Unis. Le point tout de suite. Toute une civilisation mourra ce soir. Donald Trump poursuit la mise en scène de son ultimatum jusqu'à l'heure fatidique. 20h, heure de Washington, 2h du matin en France. Le président américain a sommé l'Iran de rouvrir sans limite le détroit d'Ormuz après avoir expliqué que les États-Unis n'avaient rien à faire du pétrole qui y circulait. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain. Nous avons un plan. Grâce à la puissance de nos forces armées, tous les ponts d'Iran seront détruits d'ici minuit demain soir. Toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service, en feu, en train d'exploser et ne pourront plus jamais être utilisées. Je veux dire une démolition totale d'ici minuit, et cela pourrait se faire en l'espace de 4 heures si nous le voulions. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous pourrions même nous impliquer pour les aider à reconstruire leur pays. Et vous savez quoi? Si c'est le cas, la dernière chose que nous voulons faire, c'est commencer par les centrales électriques qui comptent parmi les infrastructures les plus coûteuses et les ponts. Des frappes qui pourraient aisément être jugées crimes de guerre. En effet, ces opérations ne s'inscrivent plus dans le ciblage stratégique de précision pour faire pression sur les dirigeants du pays, mais bien d'œuvrer pour un effondrement global où les civils paieront le prix fort. Des civils que Donald Trump déclarait pourtant vouloir aider en faisant basculer le fameux régime des mollahs. Dans ce cadre, le président américain aurait d'ailleurs avoué avoir fait acheminer des armes aux manifestants lors des soulèvements populaires il y a quelques mois. Une façon idéale de mettre de l'huile sur un feu déjà bien nourri. Toujours est-il que ces frappes sur des infrastructures civiles iraniennes pourraient bien sûr interpeller la Cour pénale internationale. Des considérations qui n'ont plus grand poids dans ce conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël, dont le Premier ministre Netanyahou a déjà un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et si le président américain continue d'affirmer que des négociations avec Téhéran sont en cours, malgré les démentis successifs iraniens, ces menaces montent d'un cran à chaque publication sur son réseau Truth Social. Des menaces accompagnées de frappes redoublées avant même le fameux horaire. Ainsi, l'île de Karg, point d'orgue de l'industrie pétrolière située dans le nord-ouest du Golfe Persique, a déjà été ciblée ce jour. De même, des ponts ont déjà été détruits par l'alliance américano-israélienne, à l'instar d'une autoroute qui reliait Téhéran à la ville de Tabriz. De quoi saisir que les négociations prétendues n'empêchent pas l'augmentation des frappes, au contraire. En réalité, Donald Trump ne semble plus réellement savoir comment se sortir de ce bourbier où il alterne les déclarations contradictoires. Le président a annoncé que les frappes américaines après l'ultimatum occasionneraient l'un des plus importants moments de l'histoire du monde. En réalité, les procédés de mania de l'immobilier de Donald Trump peuvent réserver bien des surprises. D'abord, il n'est pas exclu qu'un nouveau report soit annoncé au dernier moment. Un délai qui rassurera les marchés aura un effet embellisseur pendant quelques heures. Trump peut aussi décider d'intensifier encore les frappes en cours sans que l'ultimatum ne change vraiment la nature des opérations. Et puis l'on peut même imaginer que le président américain annonce des avancées considérables avec des dirigeants iraniens que lui seul connaît. Dans tous les cas, il est improbable que ce conflit contre l'Iran s'arrête cette nuit, à l'instar des frappes israéliennes qui se poursuivent toujours sur le Liban. Tout va très bien, Madame la Marquise. L'exécutif Macron tente de rassurer les Français sur les tensions autour du carburant, mais l'inquiétude quant à un confinement énergétique pointe le bout de son nez. Olivier Frère-Jacques. Les pénuries s'expliquent aussi pas mal par un comportement de précaution. On voit bien que les gens, et c'est normal, veulent être sûrs d'avoir le plein, donc ils se précipitent pour faire le plein. Il y a aussi, on sait qu'il y a des marques de distributeurs qui ont des prix peut-être un peu plus bas, et c'est particulièrement ces stations-là qui sont encombrées.
Non, mais ce qu'on voit, c'est le comportement des gens. Vous savez, dès qu'il y a l'idée peut-être qu'il y aurait un problème, les gens se précipitent. C'est pareil avec les bouteilles d'eau dans les supermarchés. Donc c'est beaucoup les comportements qui peuvent expliquer les queues qu'on peut voir dans des stations-service. C'est donc la faute des Français ou des stations qui ont le malheur de vendre moins cher. Le macronisme résumé en quelques mots, c'est pas nous, c'est les autres. Jean-Pierre Farandou, dont beaucoup apprenaient l'existence à cette occasion, a chargé les Français mardi matin et les distributeurs dans la crise de pénurie que commence à traverser le pays. Le spectre d'un confinement énergétique plane désormais sur les routes et les stations-service. Depuis le début de la guerre au Proche-Orient fin février, le baril de Brent a franchi les $109, propulsant le gazole à plus de 2,30 € le litre en moyenne. Et les signes d'une crise qui s'installe déjà. Ce mardi, près d'une station sur 5 manque d'au moins un carburant. Chez Total Energy, qui a plafonné ses prix à 1,99 € l'essence et 2,09 € le diesel, c'est même 66% des pompes qui sont en rupture. Le ministre délégué à l'énergie, Maud Bréjon, a aussi tenté de se montrer rassurante sur le sujet. Et il y a des difficultés qui sont dues à des problématiques logistiques de transport, essentiellement sur le réseau Total. Je vais y revenir. Ce que je veux dire ce matin, c'est que... Des problématiques logistiques liées au week-end de Pâques, comme si 3 jours fériés suffisaient à expliquer pourquoi les camions-citernes ne suivent plus. Par ailleurs, s'il n'y avait pas de risque de pénurie, pourquoi la même Maud Bréjon invitait les Français, il y a 6 jours seulement, à la sobriété? La troisième direction, c'est la sobriété. La sobriété, pourquoi ? Parce que là encore, on ne sait pas de quoi sera fait ce conflit dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Faites attention à la pénurie qui n'existe pas donc, comme un air de déjà-vu avec la crise Covid, mais dans une version baril d'essence. Ailleurs dans le monde, des États agissent. Le Sénégal interdit les voyages ministériels inutiles. L'Éthiopie priorise le diesel pour les tracteurs. Le Pakistan et l'Australie rendent les bus gratuits. La Slovénie rationne à 50 litres par jour et par voiture. Chez nous, les stocks affichent encore quelques semaines de visibilité, assure l'Union française des industries pétrolières. Mais la consommation n'a pas baissé d'1 litre en mars, malgré la flambée des prix. Reste donc à évoquer les scénarios catastrophes. L'exécutif macroniste nous ayant habitués au pire, un confinement énergétique peut ainsi déjà être envisagé avec les contrôles que cela implique, mais toujours pour certains. En attendant, un hypothétique blocage des routes et le maintien de prix exorbitants à la pompe risquent de participer à un ralentissement d'une activité économique nationale déjà morose. C'est un véritable printemps pour l'Église catholique. Pendant la fête de Pâques, plus de 20 000 adultes et adolescents ont été baptisés. D'année en année, ils sont de plus en plus nombreux. Retour sur ce phénomène aux côtés de Renaud de Bourleuf. Des églises pleines à craquer. Dans la nuit de samedi à dimanche, 21 386 adultes et adolescents ont été baptisés dans toute la France au cours de la Vigile de Pâques, fête la plus importante du christianisme. Plus de 20 000 aujourd'hui, alors qu'ils étaient à peine 5 000 en 2016. Parmi ces personnes ayant demandé le baptême tardivement après une conversion personnelle, on compte plus de 8 000 adolescents et 13 000 adultes, 80% d'entre eux ont moins de 40 ans. Un phénomène parallèle à celui des enfants qui ne sont plus baptisés. En effet, en 2000, 50% des naissances en France étaient suivies d'un baptême dans les mois qui suivent, un chiffre réduit presque de moitié en 2023. Jean-Pierre Maugendre, président de l'association Renaissance catholique, revient sur le phénomène des nouveaux convertis à la foi chrétienne. Il faut écouter les gens qui demandent ce baptême. Je pense que quand on les écoute, pour un grand nombre, en fait, ce sont des familles de tradition catholique. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours, alors les parents, c'est un petit peu confus, mais souvent les grands-parents, qui sont des gens de tradition catholique, et puis les parents, la génération de mai 68, pour laisser les enfants faire leur foi, eh bien, elle n'a pas baptisé les enfants à la naissance. Et puis quand ces enfants, quand ils grandissent, eh bien, ils cherchent à renouer avec la foi de leurs anciens. Il y a d'abord une motivation qui est la quête d'une forme de transcendance, voilà, la société matérialiste dans laquelle nous nous trouvons. Surtout aujourd'hui, quand on voit les études, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, j'ai vécu une épreuve dans ma vie, c'est l'épreuve du confinement, c'est l'épreuve d'un décès d'un proche, c'est une maladie grave, etc. Et cette épreuve m'a amené à me poser les vraies questions sur y a-t-il une vie après la mort, etc. Et donc un certain nombre de gens renouent avec la foi catholique dans le cadre
de ces épreuves de la vie, hein, qui vont donner la réponse qui va être apportée va donner un sens à leur vie. Autant de questions difficiles à ignorer alors que le fait religieux est de plus en plus présent dans une société pourtant sécularisée. Nombreux débats autour de l'islam, cambriolage dans les églises, présence d'influenceurs chrétiens sur les réseaux sociaux. Et puis il y a également aussi tout un courant qui est un peu une réappropriation identitaire face aux défis, en particulier que pose la montée de l'islam en France. Voilà, les camarades de ma classe, ils sont musulmans, ils savent pourquoi ils pratiquent, et moi je suis quoi? Bon, eh bien, pour un certain nombre, l'expérience montre, ils se rallient à un islam sociologique, et puis d'autres disent, ben non, moi, mon affirmation, c'est je suis chrétien, je suis catholique, et ça se concrétise dans le fait de demander le baptême. Un autre point peu souvent évoqué, l'explosion du nombre de baptêmes d'adultes a commencé après la crise liée au Covid. Plus de 4 000 en 2022, 5 000 en 2023, 7 000 en 2024, 10 000 en 2025 et maintenant 13 000. Une hausse qui ne s'arrête pas et qui a démarré après que les Français ont été enfermés à domicile. Rappelons que dans ce contexte, les églises étaient fermées et que les fidèles ont dû réclamer auprès des pouvoirs publics la réouverture lors du deuxième confinement, dénonçant des fermetures abusives et injustifiées. Aujourd'hui, on ne peut pas assister à la messe librement, exercer son culte librement. On nous dit de rester chez nous, mais ce que le gouvernement ne comprend pas, c'est que ça ne suffit pas pour un chrétien que d'être chez soi et de prier chez soi. On est dans une république et les fondamentaux de la république, c'est aussi le respect des cultes de chacun. Ça, c'est fondamental. On n'est pas dans l'anticléricalisme, on est dans le respect des cultes. Et nous, on ne demande rien d'autre que le samedi, on va faire nos courses, et le dimanche, nous, on a besoin de la messe. Et l'église, ça me manque parce que ça fait partie de nous, quoi. Il y a l'âme, il y a l'esprit et puis il y a le corps, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Depuis, les églises ont pu rouvrir leurs portes et des nouveaux venus les remplissent. Puis ils se sont posés des questions sur le sens de tout cela, et puis se sont aussi amenés à s'interroger sur eux-mêmes, sur leur destin, sur puis le fait d'être enfermé tout seul, des fois on se pose des questions que l'on ne se pose pas quand on est pris par l'agitation quotidienne de courir partout. Là, personne ne pouvait courir partout, donc ça incite à se poser des questions. Ce qui n'était probablement pas l'intention de nos dirigeants. Et l'on poursuit aux côtés de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref en France. Ouvrir les vannes migratoires et créer des emplois précaires pour cela. Le gouvernement a annoncé un plan pour simplifier les démarches des détenteurs de titres de séjour. Pour cela, 500 vacataires seront recrutés en équivalent temps plein au sein des services séjour des préfectures, ce qui représente une augmentation de 20% des effectifs dédiés à cette mission. La validité des empreintes biométriques passera de 5 à 10 ans. Par ailleurs, l'obligation de déclarer un changement d'adresse pour les titulaires de titres de longue durée sera supprimée avec le risque sécuritaire que cela implique. Ces mesures visent à réduire les délais de traitement et à éviter les ruptures de droit. Moins de paperasse et d'administration donc, mais pour les travailleurs immigrés, quand on veut, on peut. Emmanuel Macron, toujours porté sur la santé des Français. Ce mardi, le président s'est rendu à Lyon pour le sommet One Health, un congrès sur le lien entre la santé et l'environnement. Les discussions portaient sur les questions de la coopération internationale dans le partage de données ou la recherche, la lutte contre les maladies infectieuses d'origine animale, ou les pathologies auxquelles l'environnement peut contribuer, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Ont-ils évoqué la question de l'enfermement d'une population dans des espaces exigus pendant plusieurs mois et ses conséquences sur la santé? Une manière de jouer avec le feu. Vendredi, à Strasbourg, un individu de 37 ans était interpellé à son domicile par le RAID après avoir voulu tester la fiabilité et la surveillance de l'intelligence artificielle. Au cours d'une conversation avec une IA, il aurait évoqué l'idée d'acheter une arme pour tuer un agent du renseignement de la CIA, du Mossad ou de la DGSI. Son message a été intercepté aux États-Unis par le FBI, qui l'a signalé aux autorités françaises. Alors qu'aucune arme n'a été retrouvée à son domicile, sa garde à vue a été levée samedi et l'affaire a été classée sans suite. Mais étant suivi pour des antécédents psychiatriques, il a été hospitalisé d'office. Au moins, il aura compris que l'intelligence artificielle, ça fonctionne. Un avion perturbé par un cortège de mariage. Dimanche, à Paris-Orly, en fin d'après-midi, le pilote d'un avion EasyJet arrivant de Venise s'approchait du tarmac pour atterrir quand il a soudain perçu de mini-explosions et de la fumée au niveau du sol. En effet, à l'occasion d'un mariage, plusieurs personnes tiraient une dizaine de mortiers tout près des entrepôts du transporteur staff. Le pilote a remis les gaz, repris de la vitesse et tout de suite regagné de l'altitude pour s'éloigner le plus vite possible de l'origine des tirs avant de se poser sur une autre piste. Et passons à présent à l'actualité internationale.
Volodymyr Zelensky manque d'imagination alors que la guerre lancée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou contre l'Iran écarte le conflit en Ukraine de l'actualité. L'ancien comique a relancé l'idée d'un cessez-le-feu énergétique. L'idée a déjà été avancée à de maintes reprises. Toutefois, Volodymyr Zelensky avance avec un avantage lié au blocage des hydrocarbures à cause de la situation complexe dans le détroit d'Ormuz. En effet, les frappes de Kiev sur les infrastructures pétrolières de Russie ont pour objectif de tendre encore davantage les marchés de l'or noir et de créer une pression économique sur les marchés mondiaux pour que les Occidentaux débloquent de nouveaux fonds. Pour Kiev, une stratégie qui ne devrait pas marcher, pour autant, au vu de la situation économique extrêmement tendue en Europe, où se trouvent les derniers bailleurs de fonds de la guerre à l'Est. J.D. Vance, ravi de quitter Washington pour soutenir Orban. Alors que les élections législatives en Hongrie auront lieu en fin de semaine, le vice-président américain est à Budapest ce lundi et mardi pour appuyer le Premier ministre en place et nouer de nouveaux partenariats. La visite s'inscrit parfaitement dans le discours de Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich il y a 18 mois dans lequel il soutenait les gouvernements conservateurs. C'est aussi l'occasion pour le vice-président, qui incarne la ligne la plus non-interventionniste des États-Unis, de prendre le large vis-à-vis du conflit lancé par Donald Trump contre l'Iran. Pouvoir renforcé au Vietnam, To Lam a été élu président de la République par l'Assemblée nationale, devenant le premier dirigeant à cumuler cette fonction avec celle de secrétaire général du Parti communiste. Les députés ont approuvé à l'unanimité son élection pour le mandat 2026-2031. Ce cumul de pouvoirs concentre l'autorité exécutive et partisane, rompant avec la tradition collective de gouvernance. To Lam, qui avait déjà été reconduit à la tête du parti en janvier, a engagé depuis 2024 une série de réformes radicales, suppression de 8 ministères, réduction de près de 250 000 postes dans la fonction publique, fusion de provinces et lancement de grands projets d'infrastructures. Il promeut un nouveau modèle de croissance visant 10% par an et une plus grande liberté pour le secteur privé. Le pays a enregistré une croissance de 7,8% au premier trimestre. Des nouvelles de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont repris le chemin de la Terre après avoir réalisé le survol le plus lointain jamais effectué par des humains. Ils ont déplacé les 406 000 km de distance de la Terre, battant le record des missions Apollo de 1970. Durant leur passage derrière la Lune, ils ont bénéficié d'une coupure de communication de 40 minutes qui leur a permis d'observer un lever et un coucher de Terre, ainsi qu'une éclipse solaire. Ils ont décrit les cratères brillants de la surface lunaire et survolé l'astre à 6500 km d'altitude, offrant une perspective inédite sur des régions jamais observées directement. Premier équipage mixte à accomplir cet exploit, ils ont été félicités par le président américain. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit l'essayiste Laurent Ozon pour évoquer les dernières menaces de Donald Trump de faire pleuvoir l'enfer sur l'Iran si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Donc on a en fait un phénomène qui est assez intéressant. On a l'impression de gens qui vivent en fait dans ce que George Soros appelait la réflexivité, c'est-à-dire cette idée que peu importe ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est celui qui gagne et c'est celui qui dure qui est en situation de dire et de faire le vrai en fait. Il vous parle du futur d'une certaine façon. Puisqu'on va gagner, alors ce que nous avons décidé vrai, alors que c'était faux, deviendra vrai. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. La banque va faire faillite, les gens se précipitent pour retirer leurs fonds, alors qu'elle ne faisait pas faillite, et parce qu'on en a annoncé qu'elle allait faire faillite, alors la banque fait faillite. Et donc là, on est typiquement dans ce type de processus-là, qui est en permanence auto-justificateur et manipulatoire à l'égard du monde extérieur, qui fonctionne comme une boucle d'entraînement permanente, déréalisante, au sens de perte de réalité, et qui consiste en fait à toujours essayer de maîtriser le narratif. Et c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.